Après un cursus en gestion, on pense d'ordinaire que le management commence avec Taylor ou Fayol, sans s'interroger sur le fait que des domaines comme la logistique, le commerce, la production, remontent en réalité aux origines de l'humanité et donc à la nuit des temps. Or, le plus ancien des textes qui traitent de management est bien l'Économique de Xénophon, écrit au siècle de Périclès, autrement mieux traduit par Étienne de la Boétie au XVIe siècle par la ménagerie. Du reste, le Furetière, un siècle plus loin, définissait l'économie comme le mesnagement prudent qu'on fait de son bien ou de celui d'autrui, et qui enseigne à bien gouverner une famille, une communauté. Mais revenons à Xénophon et à ce que l'on pourrait nommer, par égard, pour la recherche contemporaine en management, le proto-management antique. Car c'est à une contre-histoire de toute philosophie du management à laquelle nous sommes invités. Il est curieux, en effet, de constater que les grands thèmes d'aujourd'hui, qui peuvent nous paraître originaux et avancés, tels que le leadership, la responsabilité politique des organisations, l'éthique managériale, y sont d'ores et déjà problématisés. Comme la corporate governance. Prenons ce dernier point, le plus surprenant d'entre tous. Chez Xénophon, cette question du rapport du contremaître et du propriétaire est déjà prépondérante. Alors qu'Iskomak, personnage de l'économique de Xénophon, s'empresse de convaincre Socrate que le management est une matière qui s'enseigne, celui-ci interroge avec scepticisme, sans le dévouement, que l'on peut aussi traduire par loyauté ou honnêteté. À quoi sert, quelle qu'elle soit, la science d'un contremaître ? Pour Iskomak, il suffit d'aligner les intérêts de l'un et de l'autre. Celui donc, assure-t-il, qui gagne le plus à la conservation du patrimoine et qui perd le plus à sa décadence, est le plus intéressé à le surveiller. Cette réplique ressemble fort à la réponse donnée précisément par la théorie de l'agence à ce problème d'asymétrie dont elle rend compte et pour lequel elle suggère des incitations sur le modèle des stock options par exemple, mettant hypothétiquement un terme aux divergences d'intérêts entre dirigeants et propriétaires d'une société. Cependant, selon Socrate, ce qui pose problème demeure, à savoir comment enseigner ce sentiment préalable à toute science du management, notamment à ceux qui, dit-il, sont médiocrement sensibles à l'appât du gain. De cette rapide analyse, nous pouvons tirer au moins 3 enseignements. Le premier, que l'activité managériale est indissociable de la morale. Pour Socrate, toute stratégie transactionnelle demeure sous la dépendance du sens éthique individuel de l'agent, c'est-à-dire de sa vertu. Le management est un art éthique et politique. Deuxièmement, nous comprenons qu'au fond, Socrate, fondateur de la science morale, est aussi le premier chercheur en management. Ce management qui nous apparaît maintenant sous les traits d'une pratique aussi ancienne que la philosophie elle-même. Enfin, nous apprenons que, parmi les interprètes contemporains de Socrate, seul Xénophon s'est intéressé au management, problématique absente des œuvres de Platon. Ceci explique très largement pourquoi la question du management, ou le management comme question, soit restée dans l'ombre du corpus traditionnel des études philosophiques occidentales, ce qui ne signifie pas, tant s'en faut, qu'elle soit philosophiquement sans importance.